Avez-vous déjà ressenti qu'un simple geste du passé pouvait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre propre famille? En 1923, dans la région austère de Clermont-Ferrand, une jeune ouvrière tenta de protéger ses 2 enfants d'un destin injuste. Mais cette même nuit, son bébé fut envoyé loin, sans qu'aucun document ne dise vraiment où, ni pourquoi. Pendant 27 ans, personne n'imagina que ce secret, né dans un hospice de pierre, finirait par ressurgir, grâce à une berceuse imparfaite, chantée sur un quai de gare. Et ce qui a été découvert ensuite, a transformé par à toujours la vie de 3 familles, et tout comme sous avec une photo que personne n'avait l'intention de conserver. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée des silences et des blessures de notre propre réalité. Avant de commencer, si vous aimez les récits humains, sensibles, et plein de vérités qui résonnent encore aujourd'hui, abonnez-vous, laissez un like, et dites-nous de quelle ville ou pays vous nous regardez. Votre présence ici aide ces histoires à continuer d'exister et à toucher d'autres personnes. Cette photographie fut prise dans la nuit du 22 décembre 1923, dans le patio intérieur d'un hospice paroissial de pierre, à la périphérie de Clermont-Ferrand, en Auvergne. La lumière tremblante d'une lampe à huile découpe la silhouette d'une jeune femme de 22 ans, aux mains crevassées par le travail de la laine. Elle porte un fichu à carreaux noué sur la tête et tient dans ses bras un bébé enveloppé dans une couverture simple, cousu à la hâte avec un point d'ourlet minuscule et régulier. Derrière elle, la porte du dortoir féminin est entr'ouverte. On aperçoit un lit de fer et une bassine émaillée. Au coin inférieur de l'image, presque hors cadre, le sol est mouillé. Une flaque ovale reflète la lumière. De l'eau renversée, peut-être, ou des larmes versées quelques instants plus tôt. À gauche, l'ombre allongée de sœur Cécile, religieuse infirmière d'environ 60 ans, semble indiquer la direction du portail. Le bébé a les yeux fermés. Lucille Aubert regarde l'objectif, mais ses yeux ne fixent pas vraiment. Ils sont perdus au-delà du photographe, portant une peur qui ne tient pas dans le cadre. Cette photo est la seule qui survivra. Et l'histoire qu'elle cache va dévorer 27 années de silence avant d'exploser sur un quai de gare, un samedi de 1950, quand une femme chantera une berceuse qu'elle croyait être la seule à connaître. Mais pour comprendre ce moment, il faut revenir en arrière. 6 mois avant cette nuit de décembre 1923, quand Lucille croyait encore au dimanche qui arrivait toujours. Clermont-Ferrand, juin 1923. La France rurale de l'après-Grande Guerre portait encore les cicatrices du front. Les hommes revenaient incomplets quand ils revenaient. Les prix du blé fluctuaient sans logique. Les dettes s'accumulaient dans les registres paroissiaux comme de la poussière dans les greniers. Lucille Aubert gagnait sa vie en lavant et en cardant la laine dans des journées qui n'avaient pas de fin claire. Ses mains se fendillaient au contact de la laine mouillée, formant des crevasses qui ne guérissaient jamais complètement. Elle cachait ses mains quand elle croisait les femmes des bourgeois, ces femmes qui portaient des gants même en été. Elle avait une fille de 8 ans, Jeanne, aux yeux sombres et à la bouche serrée. Jeanne ne posait jamais de questions sur son père. Elle avait appris très tôt que certaines questions n'ont pas de réponse qui soulage. En août, Lucille découvrit qu'elle attendait un 2e enfant. Aucune joie dans cette découverte, seulement le calcul froid de ce que cela signifiait. Moins de travail, moins d'argent, plus de bouches à nourrir, le regard des voisines qui se fermerait encore davantage. Novembre arriva avec ses pluies glacées. Lucille travaillait jusqu'à ce que son ventre la force à s'arrêter. Jeanne apprit à faire cuire les pommes de terre, à raccommoder les bas, à ne pas pleurer quand le froid mordait à travers les fissures des murs. Le 21 décembre au soir, les contractions commencèrent. Lucille envoya Jeanne chez la voisine, Madame Prost, qui accepta de la garder sans poser de questions. Puis elle marcha seule jusqu'à l'hospice paroissial, serrant son ventre à chaque spasme, s'arrêtant tous les 10 pas pour respirer. Sœur Cécile l'accueillit avec la compassion fatiguée de celles qui ont vu trop de douleur pour y réagir avec émotion. L'accouchement dura 4 heures. Le bébé naquit juste avant minuit, petit mais vigoureux. Un garçon. Lucille le tint contre sa poitrine et sentit quelque chose se briser en elle. Une fissure différente de celle qui marquait ses mains.
plus profonde, irréparable. Elle n'avait pas de parrain pour l'enfant, pas de nom officiel à inscrire dans le registre paroissial cette nuit-là. Les archives de l'hospice le noteront simplement comme Noël, parce qu'il était né aux veilles des fêtes. Lucille chanta une berceuse, 4 mesures simples qu'elle tenait de sa propre mère, avec un léger retard au 3e temps. Ce défaut de rythme qu'elle avait toujours eu sans le savoir. Le 22 décembre, le bébé commença à tousser. Une toux sèche qui inquiéta sœur Cécile. Il ne t'était pas bien. Lucille sentit la panique monter comme de l'eau froide dans ses veines. La religieuse parla d'un foyer d'allaitement à Issoire où une nourrice était disponible. Un placement temporaire, le temps que l'enfant reprenne des forces. Les services de l'assistance publique et la paroisse organisaient ces transferts régulièrement depuis la guerre. Des mères ouvrières tombaient malades, perdaient leur lait, ne pouvaient pas s'arrêter de travailler. Les nourrices des campagnes accueillaient les bébés, les nourrissaient, les rendaient ensuite. Lucille signa un document d'un coup de pouce. Elle ne savait pas lire ce qui y était écrit. Sœur Cécile lui promit qu'elle pourrait voir son fils le dimanche suivant. Lucille enveloppa l'enfant dans la couverture avec l'ourlet minuscule, embrassa son front et le confia aux bras de la religieuse. C'est à ce moment que la photographie fut prise. Le photographe était un bénévole de la paroisse qui documentait les activités de l'hospice pour les rapports à l'évêché. Il demanda à Lucille de tenir le bébé encore un instant. Le temps d'ajuster l'appareil, le temps de capter cette image qui deviendrait la seule preuve que ce moment avait existé. Puis Lucille rentra chez elle dans la nuit, les bras vides, les seins lourds de lait qui n'avaient nulle part où aller. Jeanne dormait encore chez Madame Prost. Lucille s'assit seule dans la cuisine froide et attendit le dimanche. Le dimanche ne vint jamais, pas celui qu'elle attendait. Lorsqu'elle retourna à l'hospice le 25 décembre, sœur Cécile évita son regard. Le convoi du lait était parti plus tôt que prévu. L'enfant avait été transféré plus loin, pour son bien. Vers où exactement, la religieuse ne pouvait pas le dire avec certitude. Les papiers étaient incomplets. Le système d'enregistrement de l'assistance publique était débordé. Tant d'enfants, tant de mères, tant de besoins qui dépassaient les ressources disponibles. Lucille ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête, remercia sœur Cécile et sortit dans le froid de Noël. Sur le chemin du retour, elle passa devant la gare. Le train de midi sifflait 2 fois avant de partir. Elle s'assit sur un banc et regarda les wagons disparaître dans la brume hivernale. Ce serait son rituel pendant 27 ans. Chaque dimanche, elle monterait jusqu'à la gare, s'assiérait sur ce même banc et regarderait les trains partir. Mais elle ne descendrait jamais demander où ils allaient, parce qu'au fond, elle avait trop peur de la réponse. L'hiver 1924 fut brutal. Lucille changea de fabrique, passa de la laine au coton, parce qu'elle ne supportait plus l'odeur mouillée qui lui rappelait les mains qu'elle avait eues la dernière fois qu'elle avait tenu son fils. Ses paumes continuaient à se fendre, mais c'était différent maintenant. Le coton coupait autrement que la laine. Des entailles nettes au lieu de gerçures profondes. Jeanne prit soin de sa mère sans comprendre complètement pourquoi certains dimanches, Lucille montait à la gare et restait assise pendant des heures sans bouger. L'enfant développa une maturité précoce, celle des filles qui deviennent des mères avant d'avoir été des enfants. Elle apprit à cuisiner avec presque rien. 3 mois de suite, elles ne mangèrent que des pommes de terre et des oignons. Jeanne attrapa une bronchite qui dura jusqu'au printemps. Lucille la soigna avec des cataplasmes de moutarde et des tisanes d'herbe qu'elle cueillait au bord des chemins. Le silence s'installa dans leur maison comme un locataire permanent. Lucille ne parlait jamais du bébé. Protéger Jeanne du stigma était la seule chose qu'elle pouvait encore contrôler. Dans les rues de Clermont-Ferrand, les femmes chuchotaient, mais jamais assez fort pour être confrontées. Les regards glissaient sur Lucille comme de l'eau sale. Elle apprit à marcher en regardant le sol, à éviter les fêtes paroissiales où d'autres mères tenaient leur bébé contre leurs épaules. La nuit, elle se réveillait à 3 heures du matin avec une seule pensée qui la dévorait de l'intérieur. Est-ce qu'il a froid en ce moment? Est-ce qu'il pleure? Est-ce que quelqu'un le berce quand il a peur? Elle cousait des vêtements de petit garçon dans le noir, mesurant avec ses mains des tailles imaginaires. 1 an, 2 ans, 3 ans. Les vêtements s'empilaient dans une malle qu'elle n'ouvrait jamais. Pendant ce temps,
À 60 kilomètres de là, dans les collines du Livradois, un petit garçon grandissait sous un autre nom, Paul Marot. C'est ainsi que Marthe et Jules Bernier l'appelaient. Le couple de petits paysans l'avait accueilli en janvier 1924, quand l'enfant avait 1 mois. Le système de placement en nourrice fonctionnait ainsi dans les campagnes depuis des décennies. Les familles rurales recevaient une allocation modeste de l'assistance publique pour nourrir et élever les enfants des ouvrières urbaines. Certains placements étaient vraiment temporaires, d'autres devenaient permanents sans que personne ne l'annonce officiellement. Il n'y avait pas de cruauté explicite chez les Bernier. Il y avait la dureté habituelle de la vie rurale. Paul apprit à marcher entre les poules et les chèvres. Il aida à l'étable dès qu'il put tenir une fourche. Jules lui montrait comment traire, comment couper le bois, comment lire le ciel pour prévoir la pluie. Marthe cuisinait des soupes épaisses, raccommodait ses vêtements, lui donnait des gifles quand il oubliait de fermer la barrière. Son amour était silencieux, presque rugueux. Elle exprimait son affection à travers le pain chaud qu'elle posait devant lui chaque matin, à travers les chemises qu'elle reprisait sans qu'il le demande. Un détail accompagnait Paul depuis le début. La couverture avec laquelle il était arrivé, Marthe en avait découpé un morceau pour en faire un fond de panier à pain. Elle ne savait pas pourquoi elle avait gardé ce tissu. Juste une intuition. Quand Paul demandait d'où il venait, elle répondait simplement que la religieuse avait dit que c'était pour son bien. Les Bernier ne cachaient pas son origine, mais ils ne l'expliquaient pas non plus. C'était un fait, comme la pluie en novembre ou le gel en janvier. Paul fréquenta l'école communale mixte du village. Il apprit à lire tardivement, à 9 ans, et garda toujours une certaine honte de cette lenteur. Les autres enfants savaient qu'il n'était pas vraiment le fils des Bernier, mais personne ne le persécutait pour cela. Dans les villages de montagne, beaucoup d'enfants étaient élevés par des oncles, des grands-parents, des voisins. La guerre avait redistribué les familles de façon imprévisible. Ce qui troublait Paul, c'était autre chose. Un vide qu'il ne pouvait pas nommer. Une sensation d'incomplet qui le réveillait certaines nuits. Il détestait les jeudis sans savoir pourquoi. Le jeudi était le jour où le convoi du lait sifflait 2 fois en passant par la gare de Sauxillange, et ce son lui donnait envie de vomir. Il faisait des cauchemars récurrents où il cherchait quelque chose dans le noir, quelque chose d'important qu'il avait perdu sans l'avoir jamais possédé. Pendant les fêtes du village, quand les familles dansaient ensemble, Paul restait à organiser les paniers de fromage. Il regardait les autres et ressentait cette distance qu'il ne pouvait pas franchir. Il travaillait plus dur que nécessaire, voulant prouver qu'il méritait la place qu'on lui avait donnée. Un perfectionnisme silencieux qui usait ses mains de la même façon que le travail de la laine avait usé celle de Lucille. À 12 ans, il demanda à Marthe si sa mère l'avait aimé. Marthe leva les yeux de sa couture, ouvrit la bouche, puis la referma. Elle ne répondit pas. Elle se leva simplement et lui servit un bol de soupe plus grand que d'habitude. Paul comprit que certaines questions n'avaient pas de réponse qui soulage. Les années passèrent. Lucille changea encore de fabrique en 1930. Jeanne grandit, devint une jeune femme sérieuse au regard déterminé. Elle portait le poids de responsabilités que sa mère ne pouvait pas complètement assumer. À 16 ans, elle savait gérer le budget familial mieux que des femmes 2 fois plus âgées. Elle ne se plaignait jamais, mais dans ses yeux, on voyait parfois passer une ombre. Pourquoi lui était partie et elle était restée? C'était une pensée qu'elle repoussait immédiatement, parce qu'elle savait que ce n'était pas juste. Mais les pensées injustes reviennent toujours. En 1936, Jeanne épousa René Lenoir, facteur municipal. Ce n'était pas un mariage d'amour passionné, c'était un mariage de sécurité, de respect mutuel, de pragmatisme. René était un homme bon, calme, qui ne posait pas de questions indiscrètes sur le passé de Lucille. Il accepta que sa belle-mère vive avec eux. Il fit réparer le toit de la maison. Il apporta une stabilité que Jeanne n'avait jamais connue. Lucille avait alors 43 ans. Ses mains étaient définitivement déformées par le travail. Elle avait développé un réseau discret avec quelques voisines. Elle leur enseignait le point d'ourlet minuscule qu'elle maîtrisait parfaitement, celui qu'elle avait utilisé pour la couverture du bébé. Ce petit revenu supplémentaire leur permit d'acheter de meilleures chaussures,
un poil plus efficace. De petites victoires qui ne réparaient rien mais qui rendaient la vie supportable. Pendant ce temps, Paul terminait l'école communale et commençait à travailler. À 17 ans, il obtint un emploi à la gare de Sauxillange, d'abord comme aide, puis comme agent d'embarquement. Il organisait les caisses de fromage, aidait les voyageurs, notait les horaires. Il sifflotait souvent en travaillant des mélodies qu'il ne savait pas d'où il tenait. 4 mesures simples qui revenaient sans cesse, comme un refrain obsédant. Il y avait chez lui une gentillesse naturelle qui touchait les gens. Les vieilles dames lui confiaient leurs paquets. Les enfants lui demandaient de les aider à monter dans les wagons. Il avait un geste particulier quand il réfléchissait. Il passait sa main derrière son oreille gauche, là où une petite marque en forme de demi-lune marquait sa peau depuis la naissance. Marthe vieillissait. Ses mains développèrent de l'arthrite. Elle avait de plus en plus de mal à tenir le panier de pain, mais elle refusait de l'admettre. Sa plus grande peur, celle qu'elle ne formulait jamais, c'était que quelqu'un vienne un jour réclamer Paul. Elle avait entendu des histoires de mères qui revenaient après des années. Ces histoires la hantaient. Elle aimait Paul d'un amour farouche et jaloux, qu'elle ne savait pas exprimer autrement que par le pain quotidien et les chemises raccommodées. 1947 arriva. L'Europe se reconstruisait lentement. Jeanne eut une promotion au service postal. Elle commençait à faire des livraisons dans la zone rurale autour de Clermont-Ferrand. Les routes de campagne, les petits villages, les hameaux perdus dans les collines. René lui montrait les itinéraires sur des cartes qu'il annotait soigneusement. Un jour de janvier 1948, Jeanne livra un colis à Sauxillange. C'était une matinée de brouillard épais qui transformait le monde en ombres indistinctes. Elle entra dans la boulangerie de Sauxillange pour demander son chemin. La chaleur du four contrastait avec le froid humide du dehors. Derrière le comptoir, la boulangère emballait du pain pour une cliente âgée. Et c'est là, dans ce moment banal, que l'impossible se produisit. Un homme en tablier d'agent de gare aidait la vieille dame à porter son panier. Il était grand, avec des mains crevassées par le travail, exactement comme celles de sa mère. Mais ce n'était pas cela qui figea Jeanne sur place. C'était le son qu'il produisait en travaillant. Il sifflotait une mélodie. 4 mesures simples, avec un léger retard au 3e temps. Le monde bascula. Jeanne connaissait cette berceuse. Elle l'avait entendue toute son enfance, tard le soir, quand sa mère pensait être seule et laissait échapper ce chant fragile. Un chant que Lucille ne chantait jamais en public, jamais devant personne, comme si c'était un secret trop précieux ou trop douloureux pour être partagé. Et voilà qu'un étranger, dans une boulangerie perdue dans les collines, reproduisait exactement le même rythme brisé, le même accident au 3e temps. Ce défaut de rythme que Jeanne avait toujours cru unique à sa mère. La boulangère remarqua son immobilité. « Vous allez bien, madame ?» Jeanne bredouilla une question sur l'homme au tablier. « Oh, c'est Paul Desberniers », répondit la femme en souriant. « Brave garçon, travaille à la gare. Sa mère, c'est Marthe, de la ferme haute. Famille solide. Paul aide tout le monde ici. » Jeanne prit le pain qu'elle était censée livrer, remercia machinalement, et sortit dans le brouillard. Ses mains tremblaient. Elle monta dans la camionnette postale et resta là, immobile, pendant 10 minutes. René remarquerait son retard. Elle inventerait une excuse. Pour l'instant, elle ne pouvait pas bouger, parce qu'elle venait de comprendre quelque chose d'impossible. Le retour à Clermont-Ferrand lui parut interminable. Chaque virage de la route de montagne était une torture. Elle devait parler à sa mère. Mais comment? Comment demander sans briser ce qui restait encore intact? Comment formuler une question dont la réponse changerait tout? Elle trouva Lucille en train de laver du linge dans la cour. L'eau froide rougissait ses mains déjà abîmées. Jeanne s'approcha, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que sa mère pouvait l'entendre. Elle ne dit rien. Elle se mit simplement à siffloter la mélodie, les 4 mesures, avec le retard au 3e temps. Lucille lâcha le linge dans la bassine. L'eau éclaboussa le sol de pierre. Elle se tourna vers sa fille, les yeux écarquillés, le visage vidé de toute couleur. Pendant un instant qui parut durer une éternité, les 2 femmes se regardèrent. Puis, pour la première fois depuis que Jeanne était petite,
Elle vit sa mère pleurer à la lumière du jour. Pas des larmes discrètes qu'on peut cacher. Des sanglots qui secouaient tout son corps. 25 ans de silence qui se brisaient, comme un barrage cédant sous la pression. Jeanne tint sa mère jusqu'à ce que les pleurs se calment. Elles n'échangèrent pas un mot de plus ce jour-là. Mais un pacte silencieux venait de se former. Il fallait savoir. Il fallait comprendre. Même si la vérité faisait mal. Les semaines suivantes furent une torture d'hésitation. Jeanne convainquit René de faire des détours par Sauxillanges lors de ses tournées. Ils observaient Paul de loin. René, homme discret et loyal, ne posait pas de questions. Il comprenait que sa femme portait un poids qu'elle ne pouvait pas encore formuler. Ils le virent aider une mère avec ses enfants. Ils le virent rire avec les commerçants. Ils remarquèrent ses gestes, la façon dont il serrait les lèvres quand il se concentrait, le soin qu'il mettait à protéger ses mains crevassées en hiver. Des échos troublants de Lucile. Jeanne était déchirée. Une partie d'elle voulait courir vers cet homme et lui dire « Ton nom n'est peut-être pas Paul, tu as peut-être une mère qui t'a cherché pendant 25 ans. » Mais l'autre partie, la partie responsable qui avait appris à protéger, se demandait si elle avait le droit de détruire la vie qu'il s'était construite. Qui était-elle pour bouleverser son monde sur la base d'une berceuse et d'une intuition? La jalousie aussi était là, tapie dans l'ombre. Jeanne ne voulait pas l'admettre, mais elle la ressentait. Pendant que sa mère souffrait en silence à Clermont-Ferrand, lui grandissait dans les collines, avec une famille, du pain sur la table, un travail stable. Il avait eu une vie. Pas forcément facile, mais une vie. Tandis qu'elle était restée, portant le poids du secret que sa mère gardait. Cette pensée était injuste, et Jeanne le savait. Mais les sentiments ne se soucient pas de justice. L'hiver 1949 fut long. Lucile développa une toux persistante. Elle refusait de ralentir son travail, de consulter un médecin. L'argent était toujours compté. En mars 1950, la toux empira. Une fièvre s'installa. René insista pour l'emmener à l'hospice paroissial, le même hospice où tout avait commencé 27 ans plus tôt. Sœur Cécile était toujours là. Elle avait maintenant 87 ans. Son corps était voûté par l'arthrose. Ses mains tremblaient constamment, mais ses yeux restaient vifs. Quand elle vit Lucile entrer dans le couloir, appuyée sur Jeanne, quelque chose passa dans son regard. Une reconnaissance. Un poids qui attendait depuis trop longtemps d'être déposé. Lucile fut installée dans une chambre pour observation. La grippe était forte, mais pas mortelle. Elle avait juste besoin de repos, de chaleur, de soins. Pendant 3 jours, sœur Cécile passa devant sa chambre sans entrer. Au 4e jour, elle s'arrêta enfin sur le seuil. Lucile était assise près de la fenêtre, regardant le patio intérieur. Le même patio où la photographie avait été prise. Rien n'avait changé. La même lumière grise. Les mêmes pierres. Comme si le temps s'était arrêté dans cet espace précis. La religieuse entra lentement. Elle s'assit sur la chaise à côté du lit. Pendant un long moment, aucune des 2 femmes ne parla. Puis sœur Cécile commença d'une voix qui tremblait autant que ses mains. « Il y a des années, j'ai pris une décision que je croyais bonne. Votre enfant toussait. Il ne prenait pas bien le sein. J'ai pensé qu'un placement temporaire le sauverait. Je voulais qu'il vive. Mais dans ma hâte, dans ma certitude de bien faire, j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Vous donnez les moyens de le retrouver. » Lucile se tourna vers elle. Ses yeux étaient secs. Elle avait pleuré toutes les larmes possibles au cours des 27 dernières années. Il ne restait que la question essentielle. Où? Sœur Cécile ferma les yeux. Je n'ai pas de documents officiels. Les archives de l'assistance publique sont incomplètes. Beaucoup de dossiers ont été perdus. Mais j'ai ma mémoire. Et ma mémoire me dit, livre à doigt, une famille Bernier, des paysans honnêtes. Et je me souviens d'un détail. La couverture avec l'ourlet minuscule. Marthe Bernier a dit qu'elle la garderait. Elle l'a découpée pour en faire un fond de panier à pain. Le cœur de Lucile s'arrêta puis repartit, violent. Un panier à pain. Un point d'ourlet. Ce point qu'elle seule savait faire de cette façon précise. Cette signature invisible qu'elle avait cousue dans le tissu 27 ans plus tôt. Jeanne, qui était restée silencieuse dans le couloir, entra dans la chambre. Maman. Sauxillanges. Paul Desberniers. C'est là que je l'ai vu. C'est là qu'il travaille.
Les trois femmes restèrent immobiles dans la lumière déclinante de l'après-midi. Sœur Cécile pleurait maintenant. De vieilles larmes qui emportaient 27 ans de culpabilité. Lucile tenait la main de Jeanne si fort que les jointures blanchissaient. Et dans le silence de cette chambre d'hospice, une décision se forma. Il fallait y aller. Il fallait savoir. Mais sans violence, sans exigence, sans détruire ce qui avait été construit. Juste pour que la question se repose enfin. Pour que le vide trouve un nom. Lucile sortit de l'hospice une semaine plus tard. Sa grippe était guérie, mais quelque chose d'autre en elle s'était réveillé. Une force qu'elle ne savait pas posséder. Pendant 27 ans, elle avait vécu dans l'ombre, baissant les yeux, cachant ses mains, portant sa honte comme un manteau trop lourd. Mais maintenant, debout dans la lumière de Mars, elle se sentait différente. Elle n'allait pas réclamer, elle n'allait pas détruire, elle allait juste savoir. Et peut-être, si les dieux étaient cléments, faire en sorte que son fils sache aussi. Les semaines qui suivirent furent une préparation minutieuse. Jeanne et René planifièrent le voyage comme une opération militaire. Un samedi. Le jour du marché à Sauxillange. Quand la gare serait animée mais pas bondée. Quand Paul serait là, occupé avec les caisses de fromage qui arrivaient des fermes environnantes. Il n'avait pas de plan précis. Juste l'intention d'être présent, de voir, d'attendre le bon moment, si un tel moment existait. Le 15 avril 1950, un samedi matin frais et lumineux, Lucile monta dans la camionnette postale avec Jeanne et René. Elle avait 49 ans. Ses cheveux grisonnaient. Ses mains étaient toujours crevassées, mais elle les avait lavées soigneusement, avait coupé ses ongles, les avait rendus aussi présentables que possible. Elle portait sa seule robe propre, celle qu'elle gardait pour les occasions importantes. Dans sa poche, elle avait glissé un petit morceau de tissu, un échantillon du même point d'ourlet qu'elle avait cousu 27 ans plus tôt. Une preuve silencieuse. Le trajet dura 2 heures. Lucile ne parla presque pas. Elle regardait défiler le paysage de montagne, les villages accrochés aux pentes, les champs qui verdissaient avec le printemps. Quelque part dans ces collines, son fils avait grandi. Il avait marché sur ces chemins. Il avait respiré cet air, une vie entière qu'elle n'avait pas vue. Ils arrivèrent à Sauxillange vers 10 heures. Le marché battait son plein sur la place centrale. Des fermiers vendèrent leur fromage, leurs légumes, leurs poules. L'odeur du pain frais se mêlait à celle du fumier et de la terre mouillée. La gare était à 5 minutes de marche. Jeanne proposa de rester dans la camionnette, mais Lucile secoua la tête. Non. Elle devait y aller. Elle devait voir. Ils marchèrent lentement vers la petite gare de pierre. Le bâtiment était modeste, typique des lignes secondaires rurales. 2 quais. Un abri avec des bancs. Un bureau où un agent vendait les billets et gérait les expéditions. Sur le quai, des caisses de fromage attendaient d'être chargées dans le prochain train. Et là, au milieu des caisses, se tenait Paul. Il avait 27 ans. Il portait le tablier réglementaire des agents de gare, avec le sigle de la SNCF brodé sur la poitrine. Il était plus grand que Lucile ne l'avait imaginé, plus solide. Ses épaules étaient larges, son dos droit. Mais ses mains étaient crevassées exactement comme les siennes. Le travail avait laissé les mêmes marques, créé les mêmes fissures. Lucile s'arrêta à l'entrée du quai. Ses jambes refusaient d'avancer. Jeanne lui prit le bras. Doucement, sans pression, juste une présence. Paul organisait les caisses par destination. Il travaillait avec une efficacité tranquille, vérifiant les étiquettes, empilant les plus lourdes en bas. Il sifflotait en travaillant. La berceuse. 4 mesures, avec le retard au 3e temps. Lucile sentit quelque chose se déchirer dans sa poitrine. Une douleur physique, comme si son cœur se fendait en deux. Cet homme, cet étranger, son fils. Le son de la cloche du chef de gare résonna. 10h30. Le train de Clermont-Ferrand approchait. Paul leva la tête, s'essuya les mains sur son tablier. Et à ce moment précis, sans réfléchir, sans planifier, Lucile ouvrit la bouche et commença à chanter. Tout bas, presque un murmure. La berceuse, les 4 mesures,
avec le retard au troisième temps qu'elle avait toujours eu, ce défaut de rythme qu'elle tenait de sa propre mère et qu'elle avait transmis sans le savoir. Paul se figea. La caisse qu'il tenait resta suspendue en l'air. Son corps entier se tendit comme une corde de violon trop serrée. Il se tourna lentement vers la source du son. Ses yeux trouvèrent Lucille, et quelque chose passa dans son regard. Une reconnaissance qui n'était pas rationnelle, pas consciente. Son corps se souvenait de ce que son esprit avait oublié. À ce moment, une voix s'éleva derrière eux. Marthe Bernier venait d'arriver sur le quai, portant son panier habituel. Elle apportait du pain pour Paul, comme elle le faisait chaque samedi. Elle s'arrêta en voyant Lucille. Les deux femmes se regardèrent. Et Marthe sut, instantanément. Elle avait toujours su que ce jour viendrait. Elle avait prié pour qu'il ne vienne jamais. Mais elle avait toujours su. Elle s'approcha lentement. Ses mains arthritiques serraient l'anse du panier. « Ce chant » dit-elle d'une voix qui tremblait. « Il est venu avec lui, quand il était bébé. Il le fredonnait dans son sommeil. Je ne savais pas d'où il le tenait. Maintenant je sais. » Lucille ne pouvait pas parler. Les mots étaient coincés quelque part entre son cœur et sa gorge. Elle ne dit pas « Vous êtes mon fils ». Elle ne demanda pas « Est-ce que tu te souviens de moi ?» Au lieu de cela, ses mains bougèrent d'elles-mêmes. Elle s'approcha de Marthe, tendit la main vers le panier. Marthe, comprenant sans qu'on lui explique, souleva le tissu qui tapissait le fond. Le morceau de couverture avec l'ourlet minuscule. Lucille le toucha. Ses doigts reconnurent immédiatement le point. Elle sortit de sa poche l'échantillon qu'elle avait apporté. Posa les deux tissus côte à côte. Le même point. Exactement le même. Une signature invisible mais indéniable. Elle regarda Marthe et murmura « Je l'ai cousu la veille de sa naissance. C'est la seule chose que je savais faire parfaitement. » Paul s'était approché. Il regardait les deux femmes, le tissu, ses propres mains. Sans comprendre complètement, mais sentant que quelque chose d'immense était en train de se produire. Il passa machinalement sa main derrière son oreille gauche, ce geste qu'il faisait toujours quand il était troublé. Ses doigts touchèrent la marque en demi-lune. Lucille vit le geste. Elle chancela. Jeanne la rattrapa. Parce que Lucille se souvenait. Elle se souvenait avoir embrassé cette petite marque de naissance, la nuit où elle avait tenu son fils pour la première et unique fois. Elle se souvenait avoir pensé que c'était comme une lune qui veillait sur lui. Le train entra en gare, dans un nuage de vapeur et de bruit métallique. Les passagers descendirent. Les caisses devaient être chargées, mais personne ne bougeait sur le quai. Paul, Lucille, Marthe, Jeanne. 4 personnes figées dans un moment qui défiait le temps. Puis Paul fit quelque chose d'inattendu. Il se mit à siffler. La berceuse complète. D'abord sans le retard. Proprement. Correctement. Comme elle aurait dû être jouée. Puis il la répéta. Et cette fois, il ajouta délibérément le retard au 3e temps. Le même défaut. Le même accident de rythme. Comme s'il disait dans cette mélodie ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Comme s'il rendait à Lucille ce qui lui avait toujours appartenu. Dans le bruit du train qui repartait, Lucille trouva enfin sa voix. « Si ta vie a déjà une maison et du pain, que je sois juste l'endroit où ta question se repose. » Marthe Bernier regarda cette femme aux mains crevassées. Cette femme qui avait porté et perdu, qui avait attendu et enduré. Elle pensa aux 27 années qu'elle avait passées à élever Paul. Les nuits de fièvre, les premiers pas, les genoux écorchés, les victoires et les défaites, tout ce qui fait une mère. Et elle comprit que l'amour n'était pas une quantité limitée qu'il fallait diviser. L'amour pouvait se multiplier. « Nous avons élevé ce qui nous a été confié, » dit-elle lentement. « Nous ne te retirerons pas ce qui est tien. » Paul regarda les deux femmes. Marthe qui l'avait nourrie, habillée, protégée. Lucille qui l'avait portée, mise au monde, perdue. 2 mères. Pas l'une ou l'autre. Les deux. Il n'avait pas à choisir. Il pouvait honorer les deux. Le quai s'était vidé. Il ne restait que 4. Marthe ouvrit son panier, sortit le pain encore chaud du matin. Elle le cassa en morceaux. 3 morceaux. Elle en tendit un à Lucille. Un à Paul. Garda le 3e. Lucille prit le pain.
Ses mains tremblaient. Paul prit le sien. Il regarda ses deux mains, celle qui tenait le pain de Marthe et celle qui touchait les doigts de Lucille. Puis, dans un geste simple qui contenait tout, il rapprocha ses deux mains. Les trois mains se rencontrèrent au-dessus du pain. C'était un baptême. Pas de mots sacrés, pas de prêtre. Juste du pain, du tissu et une mélodie. Un baptême fait de ce qui reste quand tout le reste a été perdu. Les jours qui suivirent furent étranges. Pas difficiles exactement, mais étranges. Comme apprendre à marcher sur une jambe qu'on croyait perdue. Paul retourna travailler à la gare. Lucille retourna à sa fabrique. Marthe continua à faire son pain. Mais quelque chose d'invisible avait changé. Une porte s'était ouverte qu'on ne pouvait plus refermer. Paul ne déménagea pas. Il resta dans la ferme des Berniers. C'était sa maison. Les murs qu'il avait vus grandir. Les tables où il avait appris à traire. La chambre sous les combles où il dormait depuis qu'il était enfant. Partir aurait été comme renier 27 ans de vie. Et ce n'était pas ce que personne voulait. Mais le samedi suivant, il prit le train pour Clermont-Ferrand. Juste pour voir. Juste pour comprendre d'où il venait. Lucille l'attendait à la gare. Elle ne savait pas quoi dire. Comment accueille-t-on un fils qu'on a perdu quand il était bébé? Quel protocole existe pour ces retrouvailles? Impossible. Ils marchèrent dans les rues de la ville ouvrière. Paul vit les fabriques de textiles où sa mère avait usé ses mains. Il vit la petite maison où elle vivait avec Jeanne et René. Il vit l'hospice où tout avait commencé. Lucille ne demanda pas pardon. Elle ne s'excusa pas. Parce que ce qui s'était passé n'était la faute de personne. C'était juste la vie, brutale et imprévisible, qui broie les pauvres avec une régularité mécanique. Elle lui montra simplement sa vie. Voilà ce que j'avais. Voilà pourquoi j'ai signé ce papier. Voilà comment j'ai survécu. Paul regarda le toit de la maison. Il était en mauvais état, des tuiles manquantes, des fuites visibles. Le dimanche suivant, il revint avec des outils. Il passa la journée sur le toit. Marthe avait préparé un panier avec du pain et du fromage. Lucille fit du café. Les deux femmes s'assirent dans la cour et regardèrent Paul travailler. Elles ne parlaient pas beaucoup. Elles n'avaient pas besoin de parler. Elles étaient en train d'apprendre un nouveau langage, celui de l'espace partagé. Les semaines devinrent des mois. Un rituel se forma naturellement. Un samedi sur deux, Paul prenait le train pour Clermont-Ferrand. Il réparait des choses. Une chaise bancale, une fenêtre qui fermait mal. Des petites choses qui disaient « tu importes » sans prononcer les mots. Le samedi suivant, Lucille et Jeanne prenaient la camionnette pour Sauzillange. Elles apportaient des tissus que Lucille cousait, des légumes du marché, leur présence. Marthe était jalouse au début. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. 27 ans d'amour exclusif ne disparaissent pas en un claquement de doigts. Mais lentement, elle comprit quelque chose d'essentiel. Paul ne l'aimait pas moins parce qu'il connaissait Lucille. Son cœur n'était pas un gâteau qu'il fallait diviser en parts de plus en plus petites. C'était un jardin qui pouvait grandir. Un jour d'août, Marthe invita Lucille dans sa cuisine. Les deux femmes épluchèrent des pommes en silence pendant 1 heure. Puis Marthe dit, sans regarder Lucille, « Apprenez-moi votre point d'ourlet. Je veux savoir comment vous le faites. » Lucille leva les yeux, surprise. Marthe continuait à éplucher les mains tremblantes d'arthrite. Pas pour rivaliser, juste pour comprendre, pour toucher cette partie de lui que je n'ai jamais connue. Lucille prit les mains abîmées de Marthe dans les siennes. 2 paires de mains usées par le travail, par les années, par l'amour. Et elle montra. Le point minuscule, le rythme précis, le secret qu'elle tenait de sa propre mère et qu'elle transmettait maintenant à la femme qui avait élevé son fils. En septembre 1950, sœur Cécile tomba gravement malade. À 87 ans, son corps ne pouvait plus lutter. Jeanne alla la voir à l'hospice. La vieille religieuse était lucide mais faible. Elle demanda à Jeanne de chanter. Jeanne comprit. Elle chanta la berceuse. Les 4 mesures, avec le retard au 3e temps. Sœur Cécile sourit. Ses lèvres bougèrent. Maintenant je peux partir. Je sais qu'il est retrouvé. Elle s'éteignit cette nuit-là, dans son sommeil,
27 ans de culpabilité enfin déposés. L'automne passa. L'hiver arriva. Paul continua à alterner ses samedis entre les deux foyers. Lucille apprit à demander de l'aide, ce qui était une victoire énorme pour une femme qui avait passé sa vie à se rendre invisible. Marthe apprit à partager, ce qui était tout aussi difficile. Jeanne, elle, se réconcilia lentement avec le poids qu'elle avait porté. Elle réalisa qu'elle n'avait pas été abandonnée. Elle avait été choisie, pas par préférence, mais par les circonstances cruelles qui forcent des mères à faire des choix impossibles. René, silencieux et fidèle, soutenait tout le monde. Il aidait Paul avec les réparations. Il conduisait Lucille quand elle était trop fatiguée. Il écoutait Jeanne quand elle avait besoin de parler. Il était le ciment invisible qui maintenait cette nouvelle construction fragile. En 1951, Jeanne obtint une promotion au service postal. Son salaire doubla presque. Elle acheta des chaussures neuves pour Lucille. De bonnes chaussures, avec des semelles épaisses qui protégèrent du froid. Un petit poêle plus efficace pour la maison. Ces victoires minuscules qui ne réparent rien, mais qui rendent la vie supportable. Paul, de son côté, fut promu chef d'équipe à la gare. Il commença à enseigner aux nouveaux employés. Il découvrit qu'il aimait transmettre ce qu'il savait. Il organisait des leçons de lecture pour les ouvriers agricoles qui n'avaient jamais eu l'occasion d'apprendre. Lucille l'aidait parfois, montrant que l'analphabétisme n'est pas une honte mais un accident de naissance. Le 22 décembre 1951 marqua le 28e anniversaire de la photographie, de cette nuit où tout avait basculé. Paul proposa quelque chose. Il voulait apprendre à coudre, pas pour réparer des vêtements, pour faire quelque chose avec Lucille, quelque chose qui les relierait autrement que par les mots. Ils passèrent l'après-midi ensemble dans la cuisine de Clermont-Ferrand. Lucille montra à son fils le point d'ourlet minuscule. Ses doigts guidèrent les siens. Ils cousèrent des torchons de cuisine, des nappes simples. Rien d'extraordinaire, mais chaque point était une conversation. Chaque fil tiré était un lien renoué. Marthe était là aussi, assise près du poêle, tricotant. Les trois ensemble. Pas comme si les 27 années perdues n'avaient jamais existé, mais comme si elles pouvaient être surmontées par ce qui venait maintenant. Cette année-là, ils établirent officiellement le rituel des samedis alternés. Une semaine à Sauxillange, une semaine à Clermont-Ferrand. Un repas partagé, des histoires échangées. Marthe racontait comment Paul avait appris à marcher. Lucille racontait comment elle avait survécu à l'hiver 1924. Paul écoutait, assemblant les pièces dispersées de son identité. Il n'était ni seulement Paul Marot des Berniers, ni seulement le fils de Lucille Aubert. Il était les deux. Et cette dualité, au lieu de le déchirer, l'enrichissait. Les années passèrent doucement. Jules Bernier mourut en 1954, paisiblement, dans son sommeil. Paul pleura un père. Marthe devint plus fragile, mais refusa de quitter sa ferme. Lucille prit sa retraite de la fabrique en 1956. Ses mains ne pouvaient plus tenir les outils, mais elle pouvait encore coudre, encore enseigner. Elle forma une petite école de couture dans sa cour. Les jeunes femmes du quartier venaient apprendre. Elle leur montrait le point d'ourlet minuscule, expliquait qu'une mère peut perdre son enfant, mais jamais le savoir-faire qu'elle voulait lui transmettre. En 1960, Paul se maria. Une femme douce du village, institutrice, qui comprit immédiatement la complexité de sa famille. Le mariage eut lieu à Sauxillange. Lucille et Marthe étaient assises côte à côte à l'église. Deux mères. Aucune jalousie. Plus maintenant. Juste la fierté partagée de voir cet homme, cet enfant qu'elles avaient toutes deux aimé à leur façon, construire sa propre vie. Marthe s'éteignit en 1963, à l'âge de 85 ans. Elle mourut dans son lit, dans la ferme qu'elle n'avait jamais voulu quitter. Paul tenait sa main. Dans ses dernières heures, elle murmura quelque chose que personne d'autre n'entendit. « Je suis contente qu'il t'ait retrouvé. Je suis contente qu'il sache. » Puis elle ferma les yeux et partit, sans regret, sans peur. Lucille vécut jusqu'en 1968. Elle avait 67 ans. Ses mains étaient tordues par l'arthrite, mais elle cousait encore. Le jour de sa mort, elle était assise dans sa cour, enseignant le point d'ourlet à la fille de Paul, sa petite fille.
Une enfant de 7 ans aux doigts agiles. Lucille lui montrait comment tenir l'aiguille, comment espacer les points, comment créer cette régularité parfaite qui est la signature d'un travail fait avec amour. L'enfant riait, se trompait, recommençait. Lucille sourit. Elle regarda ses mains usées tenant les mains neuves de sa descendance. Le cercle était bouclé. Elle s'endormit cette nuit-là et ne se réveilla pas. Paisiblement. Comme on s'endort après une longue journée de travail bien fait. La photographie, cette unique image prise dans le patio de l'hospice en 1923, ne se trouve dans aucun musée. Elle n'est pas exposée dans un lieu public. Elle n'a pas été vendue à des collectionneurs. Elle reste exactement là où elle doit être, dans la maison de Paul, dans un cadre simple, accroché au mur de la cuisine. À côté, dans un autre cadre, un morceau de tissu. La couverture avec l'ourlet minuscule. Et en dessous, posé sur une petite étagère, 3 torchons cousus ensemble par 3 paires de mains. Ceux que Paul, Lucille et Marthe ont fait ensemble ce jour de décembre 1951. Ce n'est pas un sanctuaire. C'est juste une cuisine, où des repas sont préparés, où des enfants jouent, où la vie continue. Mais cette photo rappelle quelque chose d'essentiel. Que l'amour n'est pas une possession. Que les familles ne sont pas seulement celles du sang, mais aussi celles du pain partagé. Que 27 années de séparation peuvent être surmontées par la volonté de se retrouver sans effacer ce qui a été vécu. L'histoire de Lucille et Paul n'est pas une histoire de happy end miraculeux. C'est une histoire de résilience humble, de dignité dans la pauvreté, de mères qui font de leur mieux avec ce qu'elles ont, de fils qui apprennent à honorer tous ceux qui les ont aimés. C'est l'histoire de ce qui reste quand tout a été perdu. Un point de couture, une berceuse, une marque en forme de lune derrière une oreille. Et surtout, c'est l'histoire d'une vérité simple mais profonde. On ne répare pas le passé, on ne récupère pas les années perdues, mais on peut construire un présent où la question trouve enfin sa réponse, où le vide trouve un nom, où les mains séparées se rejoignent sur le pain partagé. Voilà ce que cette photographie raconte à ceux qui savent regarder. Pas la séparation, mais la réunion. Pas la perte, mais ce qui est retrouvé. Pas la fin, mais le commencement d'une famille recousue point par point, avec patience, avec amour, avec ce point d'ourlet minuscule qu'une mère a transmis sans le savoir à travers 27 années de silence. Avant de conclure, souvenez-vous que cette histoire fictionnelle dramatise des réalités qui ont marqué tant de familles modestes. La force silencieuse des mères, le poids des décisions impossibles et la manière dont le courage peut recoudre ce que la vie a déchiré. Elle nous rappelle que la dignité se transmet parfois dans des gestes minuscules. Un point de couture, un morceau de pain partagé, une mélodie imparfaite. Et que même les années perdues peuvent trouver un sens lorsque quelqu'un ose chercher la vérité. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous fait ressentir? Avez-vous déjà vécu un moment où un simple détail, un geste, un son, un objet, vous a ramené à une vérité longtemps enfouie? Pensez-vous que le silence protège, ou qu'il finit par blesser davantage? Qu'est-ce que le courage signifie pour vous lorsqu'il s'agit de famille, de pardon ou de mémoire? Pour montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez le mot renaissance dans les commentaires. Dites-nous aussi de quelle ville ou région vous nous regardez. Cela nous aide à comprendre jusqu'où cette histoire touche les gens. Et si vous le souhaitez, partagez un souvenir ancien de votre famille, une anecdote ou un fragment d'histoire que vos grands-parents racontaient. Ces récits nourrissent ce canal et pourraient inspirer de nouvelles histoires. Merci pour votre confiance et votre sensibilité. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un like, activez la cloche, partagez la vidéo si elle vous a touché et cliquez sur la fiche finale pour découvrir nos autres récits. Votre soutien permet à ces histoires humaines, fragiles et puissantes, de continuer à vivre.